Roissy-Charles de Gaulle, le plus grand aéroport de France. Plus de 1300 avions décollent et atterrissent ici chaque jour. Aux commandes de ces appareils, quelques centaines de femmes seulement, dont Aude, 42 ans. J'ai un vol pour Los Angeles dans 3 heures. Voler à l'autre bout du monde, c'est son quotidien depuis 20 ans. Cette passion des airs est née à l'adolescence. J'ai commencé à voler quand j'avais 14 ans. J'aimais beaucoup passer du temps dans les aéroports, j'aimais beaucoup regarder les avions. Et puis aujourd'hui, être pilote de ligne, c'est avoir la chance d'être dans le plus beau bureau du monde. Mais il existe une chose qu'Aude ne peut pas faire sur son avion de ligne. Ses acrobaties. La pilote est une star de la voltige. 3 fois championne du monde, elle fait partie des meilleures aviatrices de la planète. Comme Aude, elles sont de plus en plus nombreuses à embrasser des passions ou des métiers riches en adrénaline. Sur circuit, suspendues dans le vide, seules en plein océan ou dans les fonds marins, ces femmes d'action ne reculent devant rien. Il y a des endroits où je vais aller où je ne sais même pas encore ce que je vais faire. Marion est l'une des rares femmes scaphandrières. Elles ne sont que 3 en France. Elle plonge jusqu'à 50 mètres de profondeur dans des milieux souvent hostiles. Gros morceau là. Nancy, elle, est cordiste. Accro aux sensations fortes, elle intervient sur les façades et les toits des plus grands bâtiments de France. Jennifer est pilote de course. Au volant d'un camion rose fluo de 5 tonnes 4, elle concourt sur les plus grands circuits d'Europe. Une exception dans cet univers très masculin. Si je tombe, je vous dis au revoir les copains, c'est fini. Tout comme Scarlett, la première femme marin-pêcheur de France. Cette forte tête part toute seule en mer et doit se battre pour faire sa place dans son port breton. Des femmes obstinées, prêtes à tout pour s'imposer dans des milieux où elles ne sont pas toujours les bienvenues. C'est à Dijon, dans cet aéroclub, qu'Aude passe son temps libre quand elle n'est pas aux commandes d'un long courrier. Mais c'est pas du noir là, hein. C'est un anthracite. C'est un anthracite, ouais, c'est ça, comme on fait un peu sur Extra. Ouais. Ce repère de passionnés abrite de petits joyaux, dont le nouvel avion de Aude. Un appareil aussi beau que moderne, fabriqué sur mesure pour la championne de voltige. Sa valeur avoisine les 500 000 € et son plus grand atout, c'est son poids plume, 560 kg. Cet avion, il est un petit peu particulier. C'est un avion que j'ai fait construire en Australie. Donc là, il est sous statut prototype expérimental parce que c'est un avion qui est tout carbone. C'est un avion qui est assez léger, voilà, ce qui lui permet d'être en fait très maniable et de faire beaucoup de figures qu'on ne voit pas sur d'autres avions. Avant de voler, Aude doit inspecter chaque angle de son appareil, car dans les airs, pas le droit à l'erreur. C'est un avion qui est très différent des autres et qui peut faire plein de choses, quoi. Donc c'est vraiment une chance d'avoir un avion comme ça. Dans une semaine, un défi attend la pilote. Elle doit voler avec 4 autres grands champions de voltige lors d'un meeting aérien. Un exercice auquel elle n'est pas habituée. Alors, elle a demandé à Christine, son entraîneuse, et Patrice, son compagnon, de l'aider à répéter ses figures. L'idée, c'est de faire un petit vol d'entraînement en fait, sur l'avion. C'est un avion que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, et qui nécessite quand même de voler un petit peu régulièrement pour l'avoir en main. Voler à 5, c'est quand même quelque chose de différent et qu'on fait peu fréquemment. En général, on le démarre face au vent ou dans le sens de la marche, grosso modo, quand il n'y a pas trop de vent comme aujourd'hui. En l'air, tout son équilibre repose sur ce petit triangle, un repère qui lui permet d'exécuter au mieux ses figures. Ouais. C'est un peu notre horizon artificiel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vraiment nous permet de nous calibrer. Et nous, en compétition de voltige, sans triangle, on ne peut pas le faire, évidemment. Christine est elle aussi championne du monde de voltige. Quant à Patrice, c'est un ancien pilote de chasse et son premier admirateur. Avec leurs yeux affûtés, tous les deux vont juger les acrobaties de Aude depuis le sol. Oui, je suis son plus grand fan. Moi. Je suis admiratif de ce qu'elle fait et
J'essaie de l'aider du mieux que je peux. On fait quelques rotations, tu te remettes bien le taux de roulis comme il faut, quelques déclenchés verticaux. On voit. Ok. Ouais, super. Ça marche. Merci. Bon, voilà. En seulement 10 minutes de vol, Aude va répéter les 6 figures qu'elle compte réaliser le week-end prochain lors du meeting aérien. Et là, c'est pour les figures de chauffe. Grâce à son bijou de technologie, elle vole jusqu'à 1150 mètres d'altitude et peut atteindre une vitesse de 450 km/h. Ok, la verticale est bonne. Sa ligne verticale était bien verticale, elle n'était pas ni positive ni négative, c'est-à-dire un peu penchée en avant ou en arrière. Pour être parfaitement ajustée dans le ciel, Aude ne quitte pas son triangle des yeux. Allez, cogne. La tête à l'envers, puis à l'endroit, puis de nouveau à l'envers. Aude enchaîne les tonneaux dans le ciel. N'importe qui à sa place serait malade, mais la pilote reste imperturbable. Quand une figure est très jolie, en fait, moi, ça me fait vibrer aussi. Ouais. Quand elle est parfaite, la figure, moi, ça me provoque des émotions, en fait, les mêmes que si j'étais dans l'avion. Donc, c'est pour ça que je cherche à ce qu'il fasse des belles figures, parce que ça me rend heureuse. Il n'y a personne dans le circuit, donc tu peux te poser, pas de souci. De quoi renforcer l'admiration de son compagnon. Très beau, la championne. Elle a beau être assise dans son cockpit, en vol, le corps d'Aude est mis à rude épreuve. Merci, Ouais, c'était Christine. bien. Ouais. Ah bah écoute, ça fait du bien de voler. Ouais, il faut. Hein. Ouais, hein. T'as quand même pris un petit 7G, j'imagine. Ouais, je pense que j'ai bien dû faire ça, ouais. Enfin, 7,5. 7,5, voilà. Cela veut dire qu'elle subit une pression de 7 fois et demi son poids, soit plus de 400 kilos. Mais physiquement, après, voilà, on s'accoutume déjà très bien et puis on développe des formes de réflexes en termes de respiration, de contraction des abdos notamment, qui font qu'on les supporte relativement bien. Dans quelques jours, la pilote s'envolera pour le Massif central, où elle réalisera un spectacle avec 4 autres avions de voltige dans le ciel. Une présentation rare, mais dangereuse. Dans le sud de la France, à Cavalère-sur-Mer, Marion et son ami Eric se préparent pour une sortie plongée. On a une belle baie quand même à Cavalère, regarde. Ouais, c'est vraiment un super site. Hein. C'est mon paradis. Direction, l'épave du Ramon Membru, en pleine Méditerranée. On est arrivé pile poil dessus. C'est bon. C'est bon, on est attaché. Hop, là, on est tranquille. Le duo va descendre à 22 mètres de profondeur. Ce bateau de commerce espagnol transportait des cigares avant de s'échouer en 1921. Aujourd'hui, plus de traces de sa cargaison. Il est habité par les poissons. Eric connaît bien ce site, mais pour Marion, c'est une découverte. Si elle plonge régulièrement pour le plaisir, cette activité n'est pas qu'un loisir pour elle, c'est aussi son métier. C'était magnifique. Le kiff. C'était une sirène, Marion, sous l'eau. Mais bien sûr, elle est dans son élément. C'est tout à fait... c'est normal. J'ai commencé à plonger, j'avais 17 ans. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment été appelée par la mer. Et j'ai vraiment eu envie d'en faire mon métier. À 37 ans, après un début de carrière dans la marine,
Marion est scaphandrière. En France, elles ne sont que 3 femmes à exercer cette profession. Cette plongeuse de l'extrême réalise des missions à de grandes profondeurs pour le compte d'entreprises. Jusqu'à 50 mètres sous l'eau, elle soude, ponce, visse, parfois dans des conditions très extrêmes, comme ici dans cette mer de glace, à moins de 0 degré. Elle a beau passer son temps dans l'eau, Marion n'habite pas en bord de mer, mais dans la Sarthe, à Saint-Calais. Ce matin, la scaphandrière prépare sa valise pour son prochain déplacement. Je pars pour cette semaine de mission, mais pas au même endroit. Donc je vais avoir énormément de déplacements, beaucoup d'interventions diverses. Donc c'est toute une organisation. J'essaye d'optimiser au maximum mes bagages, au maximum tout ce dont j'ai vraiment besoin pour pouvoir voyager léger. Je suis un petit peu comme un tortue ninja. Alors, de bas en haut pour ne rien oublier. Les palmes. Dans ses affaires, des équipements de plongée, mais aussi toute une panoplie d'ouvrières. Hop, mon couteau de chantier. Moi, j'aime bien avoir un couteau toujours super aiguisé. Marion n'est pas très souvent chez elle. C'est parti. Elle est régulièrement appelée pour des missions en urgence, aux 4 coins de la France et même à l'étranger. Aujourd'hui, elle se rend à Fréjus, dans le Var. On est toujours en mouvement, en fait. C'est vraiment l'aventure. On part dans des lieux inconnus et sur des missions, on va faire des assemblages, on va construire des superstructures à des profondeurs de dingue, ou alors même moins profondes, mais en tout cas, on va se challenger à chaque fois. Du challenge, Marion va en rencontrer. Sa future mission dans le Sud s'annonce complexe. Waouh! Regardez-moi cette vue! À 20 km de Paris, en vallée de Chevreuse, Nancy, 45 ans, et son amie Stasia partent en expédition. Direction le viaduc des Fauvettes. Putain, ouais. C'est cool quand même. Ouais. On va être bien là. Sur leur dos, entre 15 et 20 kilos de matériel. Les 2 femmes sont cordistes. Leur spécialité, intervenir à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Ouh, les marches sont hautes. C'est clair. Nancy exerce cette profession depuis 20 ans. Ce matin, elle va s'entraîner, car dans quelques jours, une mission sur les toits de Paris l'attend. Faut que je m'étire aussi, parce que sinon, je... C'est pas les 5 minutes de montée qui nous ont chauffés. Ouais. Le premier truc qu'on nous apprend, là, c'est la sécurité, quoi. Ouais, c'est... Autant notre métier de cordiste, c'est il y a une tâche à faire. Il y a quelque chose de spécifique à faire. Mais en fait, à la fin de la journée, le plus important, c'est que tu rentres chez toi en un morceau, quoi. Bon, je vais essayer de pas foutre la merde dans les 100 mètres de corde, là. Quelques cordes jetées dans le vide. Parfait. C'est dans le plus grand des calmes et suspendu à 34 mètres du sol que Nancy et Stasia s'élancent dans le vide. Eh ben. C'est trop cool de faire ça avec toi. Franchement, on va se rentrer dedans un peu, mais on est nickel pour le sport. Ouais, c'est clair. Je laisse passer devant peut-être un peu. À cette hauteur, il ne faut pas avoir le vertige. Voilà. Voilà. Bon, on rentre maintenant. Allez, c'est bon, on va manger, les gars. Pour Nancy et Stasia, cette séance, ce n'est pas seulement du loisir, mais une mise au point sur les procédures de sécurité, car leur métier est particulièrement dangereux. Chaque année, une dizaine de cordistes sont victimes d'accidents, parfois mortels. Je te propose que tu remontes. Yes. Et tu joues la victime. Okay. Et moi, je viens de secourir, ça te va? Allez. Stasia va simuler un accident et Nancy a 5 minutes pour la secourir. Stasia, là, t'es bien positionnée, là? Ouais. Est-ce que là, dans genre 10 secondes, tu peux te mettre la tête en bas en mode t'es tombé dans les pommes?
Ok. Yes, allez, c'est parti. Au-delà de 5 minutes suspendue à une corde, une victime inconsciente risque des dommages irréversibles à cause du harnais qui exerce une pression sur les membres et se transforme en garrot. Ça va, Stasia? Ça va, mais je crois que j'ai l'épaule cassée. Pour secourir la blessée, Nancy se hisse à plus de 15 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Une prouesse physique. Arrivée à sa hauteur, Stasia, ça va? Ça va. Mais je pense que je me suis démis l'épaule. Tu t'es démis l'épaule, Ouais, donc je peux pas redescendre toute seule. Ah ouais, ok, je vais t'aider. Nancy récupère la victime pour l'aider à redescendre. Les miens aussi, ils sont un peu régossants. Tu me dis si je te fais mal. Non, vas-y, t'inquiète, y a pas de soucis. Ouais. L'opération est délicate. Les gestes doivent être rapides et précis. Tout se joue au centimètre près. Donc là, c'est bon. C'est sur le descendeur. Rebascule. Je monte sur ma victime. Et j'essaie de pas lui faire trop mal. Et là... Quelques minutes plus tard, Nancy ramène Stasia au sol, saine et sauve. Bon, ça va, Stasia? Ça va. Fais tomber la live. Ouais. Maintenant, faut que tu me réemboîtes l'épaule. Ah ouais? T'es chaude? Ok, alors là, Stasia, je te pose au sol. Ouais. Hop, c'est bon. Ton épaule? Ouais. Vas-y, descends, lâche pas. C'est long, 5 minutes, hein? Ouais. Il y avait déjà le temps de monter. Ces entraînements, on les fait régulièrement parce que justement, il y a toujours un couac. Et en fait, ce qui est bien, c'est de voir, d'apprendre et de se dire, voilà, il faut pratiquer et note pour plus tard. Cette erreur-là, on la refait pas, quoi. Cet entraînement arrive à point nommé pour Nancy. Un chantier l'attend en plein cœur de la capitale dans quelques jours. Et cette nouvelle mission va lui réserver de bien mauvaises surprises. Dans l'est de la France, Jennifer, 34 ans, se prépare pour sa prochaine course. En guise de coach, son père Jean-Pierre. Voilà, bien. Il faut les allonger, tes virages. Il ne faut pas les couper, sinon tu mets la voiture en contrainte, tu vois. Ouais. Bon, là-bas, j'ai vu que tu faisais 3, 4. Et tout de suite, 4-3. Ça, il faut surtout pas le faire. Parce que pendant que tu changes ta vitesse, tu penses pas à ta trajectoire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que des fois, j'ai l'impression que le moteur, il s'emballe un peu. Le pilotage, c'est comme tout, ça se travaille. C'est très minutieux, c'est une course contre le chronomètre et tout ça, c'est des choses qui vont... Enfin, c'est dixièmes, c'est centièmes, c'est secondes. C'est des choses à aller gagner et ça, c'est vraiment pas la machine qui fait que, c'est tout un travail sur moi-même. Si Jennifer s'entraîne intensément, Ah, c'est bien, comme elle freine, hein. Bon. c'est parce qu'elle participe bientôt à la compétition de l'année. Les 24 heures du Mans, mais pas dans une voiture. Au volant de ce camion de 5 tonnes 4 et 950 chevaux. Jennifer est pilote de camion de course. Elles ne sont que 2 en France. Lève là son premier camion. c'est celui-là. Ça, c'est mon premier camion de course. L'amour de la course et des grosses machines, c'est un peu dans l'ADN de Jennifer. Tiens, voilà une est là. Les 2 cascades. Tout a commencé avec Jean-Pierre, son papa. Un casse-cou, amateur de cascade dès son plus jeune âge. C'est quand on a monté ma moto sur le câble. Fallait pas chuter en public, quoi. J'aime bien le risque, hein, quand même. Il y avait un peu de risque, là. Oui, je fais calculer, quand même. Il n'y a pas de... L'adrénaline. L'adrénaline, voilà. Regarde un peu. L'adrénaline, c'est aussi le moteur de Jennifer. Mais ce penchant s'avère parfois dangereux. J'ai eu des sorties de piste un petit peu plus importantes que d'autres, dont une assez violente l'année dernière. Mais j'ai jamais été blessée physiquement. Une passion familiale dévorante, pas toujours facile à vivre pour sa mère Muriel. Moi, j'ai très peur.
J'ai très très peur. Je regarde les courses depuis combien de temps? Ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Pas très longtemps, 2 ans, parce que... 2, 3 ans. Ouais. Les départs, non? Les départs depuis encore moins longtemps. Mais cet été, Jennifer a bien failli tout arrêter. Anthony, son grand frère et mentor, est décédé subitement à l'âge de 37 ans. Il n'aurait jamais voulu qu'on abandonne. Et puis c'est notre façon à nous de nous retrouver. Voilà, c'est notre famille. On a toujours vécu autour des sports mécaniques. On a toujours passé notre temps libre sur les circuits. Pour honorer la mémoire de son frère, elle a finalement décidé de continuer. Le lendemain, dans le garage familial... Et puis il faut qu'on arrive à régler mon volant. Là? Bah, je l'ai trop sur les genoux, mais ça vient de la position du baquet. Dernier réglage sur son camion rose fluo avant le départ pour la compétition. Il faudrait qu'il remette du scotch sur le trou, parce que s'il pleut, ça me... Tony, il faut remettre du scotch. Il me pleut dessus. Jennifer inspecte chaque recoin avec son père. Le moindre souci technique pourrait la pénaliser. Le Mans, c'est une pression supplémentaire et c'est la course de l'année, entre guillemets. Donc on vérifie que tout soit parfait parce que travailler sur circuit et travailler en interne, c'est pas du tout les mêmes conditions. Donc on essaye d'arriver sur place et que tout soit prêt au maximum. Et tout ça, on pourrait pas repeindre avec de la haute température, là, non? En noir? Ouais. J'aime bien que mes enfants ils aient du matériel top, quoi. Le top matériel pour avoir des bonnes places, quoi. Voilà. Une femme dans cette discipline, lui, en Europe, il y en a 4. C'est pas beaucoup, hein. Mais bon, des filles en faudrait 2, 3 de plus, ça serait bien. Qu'ils soient 4 ou 5. Il y aurait plus de bagarres. C'est la première fois que Jennifer va participer à cette compétition sans son frère aîné Anthony. Cette course était sa préférée. Alors, il sera un peu partout à ses côtés dans son camion pour lui porter chance, jusque dans le cockpit. Là, par exemple, j'ai mis une photo commune de l'année dernière sur la finale à Albi. Et puis, j'ai fait quelques rappels un petit peu partout. C'est pour qu'il puisse m'accompagner dans la cabine tout le long de la compétition. Je sais qu'il m'accompagnera et qu'il me portera chance, enfin, en tout cas, qu'il m'amènera là où je dois aller. Il faut maintenant charger le camion sur ce semi-remorque afin de le transporter jusqu'au circuit. Voilà, c'est bon. Allez, hop. Là, on est bien. Au Mans, Jennifer vise le podium et à minima, une des 10 premières places. Et pour ça, elle ne laisse rien au hasard. Elle emmène même un moteur de rechange. Un peu plus à droite. J'ai déjà eu 2 casses moteurs en fin de saison, comme c'est des moteurs qui sont mis à rude épreuve. Et du coup, cette année, on a travaillé sur un 2e moteur d'avance pour m'éviter d'être à l'arrêt si des fois j'ai une panne mécanique. C'est bon? On peut y aller? On y va. Le camion est fin prêt pour prendre la route de nuit et rejoindre le circuit du Mans. Moi, je vais faire beaucoup de kilomètres, beaucoup de tours de circuit ce week-end, donc le transport du camion, c'est pas ma partie. Pour l'instant, je me sens bien. Je vais avoir une bonne nuit de sommeil devant moi. Petit à petit, la pression va monter. Demain, une journée marathon attend Jennifer. Pour espérer gagner, la pilote va devoir gérer son stress. Au port du Guilvinec, dans le sud du Finistère, 5 heures du matin, Scarlett commence sa journée. Elle est la première femme marin-pêcheur de France. Une fois le matériel de pêche chargé, c'est le moment de prendre le large. À bord de son petit bateau, un canot breton de seulement 7 mètres de long. Qu'elle a appelé « Mon copain JP », comme son mari. Moi, je travaille au rythme de la nature, donc oui, il faut être du matin. Nous allons dire qu'il faut être du matin. Le soleil n'est pas encore levé. Le meilleur moment pour aller poser ses filets à rouger. Bon, allez, on va essayer de voir si on trouve quelque chose dans la mer. Scarlett pêche en solitaire. Cela est très rare. Alors, elle ne s'éloigne jamais trop loin des côtes, contrairement aux gros bateaux. À 67 ans, elle pratique l'un des métiers les plus dangereux au monde.
Chaque année en France, une dizaine de marins-pêcheurs décèdent en mer. Le risque, c'est que je puisse m'accrocher et partir dans les filets. Mais là, la mer est belle, ça va. Mais il faut quand même que je surveille. Si je tombe, ben, je vous dis au revoir les copains, hein, c'est fini. Hein. Et de nuit, le danger est encore plus grand. J'ai eu des accidents en mer. Ça a toujours été mes bras avec le travail autour des engins hydrauliques. Donc vous avez déjà cassé les 2 bras? Cassé les 2 bras. Mais ils sont toujours là, regarde. Et ils fonctionnent bien. Malgré les risques, et après 40 ans de pêche, Scarlett a toujours le même émerveillement pour l'océan. T'as vu, le soleil se lève, là, regarde comment c'est beau. C'est mon bureau, tu te rends compte un peu le bureau que j'ai? Attends. Moi, je suis en extase tous les jours devant la nature. Tu vois, j'ai beau être là depuis que je suis née. C'est toujours merveilleux, c'est toujours extraordinaire. De voir le lever de soleil, c'est jamais pareil. Il y a toujours des choses nouvelles à voir, à regarder, à découvrir. Voilà, c'est fabuleux, la nature. 7 jours sur 7, d'avril à septembre, Scarlett passe 4 heures en mer. Un métier qu'elle a appris toute petite. J'ai commencé à pêcher à l'âge de 10 ans avec mon papa. Pendant toutes les vacances scolaires, tout ça, j'allais tout le temps avec lui, j'étais tout le temps après mon père. C'est ma vie, je suis née là, j'ai toujours vécu là. J'ai voyagé beaucoup, mais ça a toujours été mon point d'ancrage, on va dire. Cette dure à cuire défend une pêche traditionnelle, respectueuse de la nature. Son pari, réussir à vivre de la mer sans rogner sur ses principes. Mais contrairement aux autres bateaux, elle n'a qu'une toute petite surface de filet. Et aujourd'hui, les résultats de sa pêche ne sont pas à la hauteur de ses espérances. Ça aurait dû être tout du long comme ça, quoi. C'était ça le but, d'avoir du poisson tout du long, pour avoir un peu de poids. Parce que si t'as pas de quantité, tu fais pas beaucoup de chiffres. Hein. C'est une pêche nulle. Là, j'ai pas gagné ma vie, hein, je peux te dire tout de suite. Je me suis amusée, mais j'ai pas gagné ma vie. Ce matin, la mer ne s'est pas montrée généreuse avec Scarlett. La Bretonne rentre au port un peu bredouille. Sur 2000 marins, elle est l'unique patronne de pêche du Guilvinec. Regarde, j'en bas. Alors, j'en bas, c'est mon voisin de ponton, puis c'est les 2 bateaux du même armement. Dans le quartier maritime du Guilvinec, tu as 550 bateaux. Et tu as moi tout seul. Toute seule, et du haut de son 1,50 m, je suis pas assez grande. Scarlett a dû tout adapter à bord de ce filayeur. Elle l'a entièrement remis à neuf et n'en changerait pour rien au monde. Le bateau, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Hein. Pour un marin, son bateau, c'est sa vie. Hein. Le jour où il est obligé de se séparer de son bateau, c'est pas de gaieté de cœur, quoi. C'est comme s'il faut pratiquement qu'il en fasse son deuil, quoi. Tu vois, c'est fou. Mais comment réussir à vivre de la pêche quand on est une femme seule sur son bateau? Pour y parvenir, Scarlett a dû se battre et réinventer son métier. Retour dans le Var, à Fréjus. Avant son départ en mission, Marion la scaphandrière fait un détour par l'École nationale des scaphandriers pour partager son expérience professionnelle. Marion. Ok, bonjour à tous. Et ravie de faire votre connaissance, parce que je pense qu'on va être des futurs collègues sur les chantiers. Donc c'est important qu'on puisse avoir un moment d'échange. On doit être des couteaux suisses, on doit savoir faire beaucoup de choses. On apprend tout le temps, donc toujours être humble, parce que même moi, ça fera 10 ans l'année prochaine, j'apprends toujours des choses. Avec les instructeurs, Marion va faire passer à ses élèves un test décisif pour leur future carrière. L'objectif du jour, présentation du caisson hyperbare. Chacun tour à tour, vous allez être sassé jusqu'à 50 mètres de profondeur pour découvrir les effets de la narcose à l'azote, de l'ivresse des profondeurs. Des questions? Je vous laisse y aller. Et Marion et Laetitia, vous restez là. Laetitia est la seule femme de la promotion. C'est elle qui va se plier en premier à cet exercice. Marion est là pour la guider, car cet entraînement peut être très intense. Tu vas avoir des sensations qui vont être très spéciales. Quand on va commencer à descendre, tu vas te concentrer sur ta décompression. Et lorsqu'on sera arrivé à 50 mètres, du coup, à ce moment-là, tu vas avoir les cordes vocales aussi qui auront été compressées et ta voix va être totalement différente.
Mais tu vas voir, ça va être quand même une expérience assez incroyable. Allez. Ce caisson reproduit les conditions d'une plongée type sur un chantier, en exerçant sur le corps une pression bien supérieure à la pression atmosphérique. C'est tout bon dedans? Ouais, c'est tout bon. Oui, c'est bon. Si jamais ça passe pas, vous faites un signe et vous le dites en même temps. Ok? Et moi j'arrête immédiatement. Ça marche. Ouais, reçu. Vous êtes prête? Prête. Ok, c'est parti. C'est comme si le duo descendait à 50 mètres de profondeur. Marion a l'habitude, le corps de Laetitia, lui, n'y est pas accoutumé. Et les effets de la pression sont parfois troublants. Vous êtes arrivés, on va vous passer les questionnaires. Voilà Laetitia, on est à 50 mètres de profondeur et comme tu le vois, nous avons changé de voie. Peut-être aussi que tu as la vision qui a changé. Marion doit maintenant faire remplir un questionnaire à Laetitia. Le but, tester sa capacité de concentration, malgré l'euphorie provoquée par l'ivresse des profondeurs. Car sur un chantier, l'attention est vitale. Allez, il vous reste 2 minutes pour le test. Après quelques fous rires, Laetitia parvient à se concentrer. Allez, fin de test, vous pouvez le remettre dans le sas. Tu peux prendre les tests. Les deux femmes remontent à la surface. C'est bon, c'est terminé, vous pouvez sortir du sas. Reçu. Hop. Ah bah non, bah vas-y, d'accord. Voici. Laetitia est admirative. J'ai vraiment bien aimé, ça m'a plu énormément. Surtout de le faire avec Marion, c'était incroyable. Donc c'est inspirant de voir des femmes dans ce métier, c'est réconfortant, c'est motivant. C'est super important pour moi de transmettre aux femmes. On est peu nombreuses. J'aurais aimé qu'il y ait d'autres femmes aussi avant moi, qui soient là qu'ils le fassent pour moi. J'ai pas eu cette chance-là, alors du coup j'ai envie de le faire pour elles qui arrivent. Quoi. Bon allez, on y va? Ouais. On va aller, Susciter des vocations n'est pas toujours simple dans cette profession, car les risques sont extrêmement élevés. Et la mission qui attend Marion cet après-midi ne va pas déroger à la règle. À Paris, une matinée sportive attend Nancy, la cordiste. Dans son métier, la forme physique est indispensable pour ne pas se blesser. Alors elle s'offre régulièrement une séance privée avec Yvon, son coach. Du coup, on fait quoi là aujourd'hui? On va faire pas mal de tirages et pas mal de grips. Depuis 2 ans, Nancy pratique le crossfit, un mélange de disciplines très intense. Bah, c'est trop lourd. Ah. Putain, t'es trop dur avec moi, Yvon. 7. Yvon a concocté un programme personnalisé afin que Nancy se conditionne physiquement et mentalement pour ses prochains chantiers. Ça m'a vraiment aidée à être plus résistante en termes de difficultés physiques. Par exemple, avant, quand j'avais justement un chantier avec des escaliers à monter, pour moi, c'était le bout de la terre de me dire « Ah, il y a tout ça à faire ». Et maintenant, je suis en mode « crossfit, allez hop, je soulève mon sac de ciment et je vais me faire mes 6 étages ». Et c'est un autre état d'esprit, en fait. Et en haut, comme ça, et en bas. Pour perdurer dans son métier, Nancy doit être irréprochable. Quand je bosse, j'ai limite l'hygiène de vie d'un moine. Coucher tôt, pas d'alcool. Merci. Sport. Par contre, dès que j'arrête de bosser, c'est la débandade. 50 minutes plus tard, la séance de torture se termine. Nancy est épuisée, mais d'attaque pour sa mission du lendemain. Bon, bah tiens. Merci Nancy, ça a été? Ouais, très bien. Yes. Bon, merci. Cool. Merci à toi. Prends soin de toi et surtout récupère bien. C'est dans le 20e arrondissement de Paris que Nancy habite. Elle vit en colocation avec Marthe, une amie photographe. Ouais. J'ai des artichauts, mais on peut se faire... Tu voulais faire un... Moi, je voulais faire une soupe. Nancy est célibataire depuis quelques années. Elle a choisi un mode de vie nomade qui lui permet d'être libre et de se focaliser sur ses projets. J'avoue que ma priorité, c'est un peu mon métier, mes rêves, et aussi apprendre à être une femme autonome et indépendante, financièrement et émotionnellement.
J'ai vécu pendant des années en couple et en fait, ma vie était totalement centrée sur mon conjoint. Et une fois que notre histoire s'est terminée, j'ai eu une grande prise de conscience en me disant mais en fait, j'arrive à vivre seulement à travers quelqu'un d'autre. La cordiste est devenue accro aux sensations fortes et aux terrains extrêmes. Elle se filme dans chacune de ses aventures, professionnelles comme personnelles. Ces 5 dernières années, chaque fois que j'avais de l'argent de côté et du temps, parce que ce métier de cordiste me permet de me libérer pas mal de temps, et ben, je suis partie dans des aventures. J'ai pas l'impression non plus d'être une tête brûlée et qui veut se mettre en danger. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand j'étais sur une corde, je vibrais. C'est vraiment une histoire de vibration, quoi. C'est comme si toutes les cellules de mon corps s'allumaient, scintillaient. J'ai l'impression d'être un sapin de Noël, quoi. Et comme c'est hyper agréable comme sensation, bah forcément, j'y retourne, quoi. Demain, Nancy va être servie. Son prochain chantier lui réserve quelques sueurs froides. Dans le Massif central, Aude, la championne de voltige, vient tout juste d'arriver au festival aérien de la ville d'Issoire. Une rencontre qui réunit chaque automne des milliers de passionnés d'aviation. Des parachutistes aux amateurs du LM, en passant par la célèbre Patrouille de France. Ce week-end, Aude fait équipe avec 4 pointures de la voltige. Des champions du monde, un ancien pilote de l'armée de l'air et une autre grande aviatrice. Nous avons Catherine Monory, double championne du monde de voltige, qui était également directrice du musée de l'air et de l'espace au Bourget et présidente de l'Aéroclub de Rouge. Voilà. Et nous volons très souvent ensemble. C'est une équipe de copains surtout. Oui, voilà. Et on a plaisir à voler ensemble. Sans doute effectivement la plus titrée des patrouilles. Aude et ses acolytes préparent cette chorégraphie depuis plusieurs mois. Problème, le mauvais temps s'est invité au programme et contrarie le début des festivités. Bienvenue à tous. Mise à l'heure, il est 05. Tout le monde est d'accord? Aude et les autres aviateurs sont réunis en urgence car le risque est considérable. Faible pluie, Broken 3000, Overcast 60, le vent du 250 10 nœuds. La météo aujourd'hui est pas terrible. Je pense qu'il risque d'y avoir pas mal de vent aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous impacte et qu'il faut qu'on prenne en compte quand on évolue. Ouais. Et également, le problème, c'est que là, il y a un petit peu de relief. Donc effectivement, il peut y avoir un petit peu de turbulence aussi. Donc ça, c'est quelque chose à intégrer aussi pour des espacements en termes de sécurité également. Donc bon vol, sécurité, sécurité, sécurité. Messieurs, bonne journée. Au revoir, messieurs. Oui, t'as vu? Oh, messieurs. 2 fois et à la fin, au revoir, messieurs. Oui, on n'est pas vraiment très représentés dans le milieu et ça vient, mais ça peut prendre un peu de temps, effectivement. C'est pas tout le temps, hein. Alors que les festivaliers commencent à affluer, la patrouille hésite encore à sortir ses avions. Nous, on vole à 14h. Ouais. Mais on va pas sortir avant parce qu'il y a un coup de flotte et tout. Il faut que. Ouais. Donc je pense qu'on sortira vers 13h30. Ouais, ça marche. Oui, laissez l'abri. Exactement. C'est l'idée. C'est l'idée. Il est midi. Les premiers voltigeurs s'élancent dans le ciel couvert. Aude et ses coéquipiers décident de rejoindre la piste, même si le temps est toujours incertain. Ça passe tout droit normalement. Attention doucement. On va s'installer dans une vingtaine de minutes. À quelques instants de leur passage, Tout bon là. Merci. Le vent souffle fort. Avant le décollage, la concentration est maximale. Le moment que Aude attend depuis des mois est enfin venu. Avec le vent, elle doit être très attentive à ne pas percuter les autres avions lors de ce vol à 5. Eh bien, vous êtes face à un spectacle unique, j'allais dire unique au monde, une patrouille tout à fait originale,
Ces 5 pilotes eh bien, ont à eux tous 6 titres mondiaux de voltige aérienne. Au déconcentré, entre les nuages et les fumigènes, la visibilité est très réduite. D'autant que la pilote enchaîne les figures. Elle se lance dans une série ininterrompue de tonneaux. De quoi donner le tournis. Ces dames donc inaugurent cette séquence qui mélange voltige, patrouille, vol synchronisé. Vous allez voir ce dont elles sont capables. Malgré les turbulences, Aude entame une course-poursuite avec les autres pilotes. Le clou du spectacle. Cette partie du spectacle n'est pas la plus facile, loin de là. Oui, celui qui est devant vous laisse de la fumée, des turbulences. Et si vous regardez bien, vous voyez qu'ils se battent derrière avec leur appareil pour rester littéralement dans la course. Pendant que Aude prend la tête, regardez, là, elle a appuyé sur son accélérateur et littéralement, les 3 garçons sont restés derrière. Avec cet avion ultramoderne, la pilote fait sensation. Le public ne la quitte pas des yeux jusqu'à l'atterrissage. Toute l'équipe se retrouve saine et sauve à terre. L'autre action, là, ensuite. Déjà, c'était safe. C'était comme on avait prévu, qui déjà est bien. Après, bah, c'est vrai c'est toujours pareil, quoi. On n'est pas au public, donc c'est dur de dire, mais bon, je pense que voilà, on avait briefé par rapport aux conditions du jour, ce qu'on avait briefé, c'était cohérent. Grâce à ses exploits sur son avion hors du commun, Aude se démarque une nouvelle fois dans cet univers très masculin. J'ai commencé par le planeur déjà, et je pense que c'est la meilleure école, voilà. Donc moi, vraiment à 100%, je recommande, même à 400 ou à 500%, je recommande de commencer par le planeur. Un espoir pour de nombreuses jeunes filles qui rêvent comme elle de caresser un jour les nuages. Au Guilvinec, Scarlett est la seule femme à pêcher en solitaire. Un petit coup de nettoyage, c'est pas du luxe. Alors pour réussir à vivre de son activité, la Bretonne doit se démener tous les jours. À peine son bateau amarré, direction le marché, où ses clients l'attendent de pied ferme sur la place du village. Il arrive vers 10h, mais je ne sais pas s'il est 10h. Tu vois, 10h, 11h, ça dépend. Oui. 10h, 10h30 plutôt. C'est du poisson très frais. Ah oui, pêché du jour même. Hein. Ah oui. Merci à vous. Vous êtes attendu comme le Messie, n'est-ce pas? Son maigre butin du jour s'élève à 5 kilos. Sol, les rougets, tacos. Les tacos, comment tu veux? J'ai pris des tacos lignes, comme ça c'est bon, c'est délicieux. C'est tout frais, hein. Malgré les difficultés, Scarlett a la pêche dans la peau. C'est une histoire de famille. C'est mon papa était en mer, maman vendait la pêche au papa. Hein? Et donc, après, ma sœur a pris la poissonnerie de maman et moi, j'ai fait les deux métiers de papa et maman. 2,90, s'il te plaît. Merci. Allez, une bonne journée. Merci d'exister. Voilà. Et ses clients, pour la plupart des habitués, reconnaissent sa force de travail. Elle est tellement gentille, enfin, c'est un amour, vous allez au contact avec, c'est bon, quoi. Et ça devient un peu précieux maintenant. À midi, une fois tout le monde servi, c'est l'heure des comptes. Voilà. Vous voulez que je regarde pour la monnaie? Oh, si vous avez, mais j'en ai, madame. Hein. Ce matin, j'ai fait 94,60 €, tu vois, c'est vraiment des toutes petites journées, là. Ça vaut pas le coup de sortir en mer, quoi, si tu veux, c'est voilà, je me promets, je suis allée me promener en mer ce matin. Tu veux un coup de main? Ouais, bien, parce que pour la sortir du coup, là, après. Scarlett n'a pas assez gagné. Alors, pour compléter ses revenus, elle part pour la criée. Là-bas, elle espère vendre les poissons qu'elle n'a pas pu écouler. Bonjour. Ça va? Ouais. Bonjour. Tu me ramèneras 10 caisses? 10 caisses? Ouais, pour moi, je suis là-bas, je suis en train de mettre mon poisson, de peser mon poisson. Oh, ouais, en haut, je suis à la balance. La pêche
lui rapporte un peu plus de 2000 € net par mois. 930, 580, 350. C'est dans une taille. Ça, 230. Ben, tous les jours, je viens à la criée vendre mon poisson. J'en vends un peu au marché, mais les poissons que j'ai, il y a plein de poissons que je ne peux pas vendre sur un marché. C'est pas le poisson populaire, quoi. C'est du poisson de qualité autre qui est vendu après, qui va dans les restaurants, dans les grandes poissonneries. Enfin. Dans cet univers exclusivement masculin, Scarlett fait figure d'exception. On l'a connu tout petit. Il y en a accepté dans le milieu. Ah, bien sûr, j'ai pris trop de choses. Scarlett, la femme pêcheur du pays Picoutin, voilà. Et pour certaines personnes, c'est surprenant de voir une femme comme ça, en mer, tous les jours, même patronne, hein, parce que elle navigue sur son propre bateau, donc ouais, c'est quand même... c'est peu copain, oui, parce qu'actuellement, vous allez sur un bateau de pêche, vous regardez un bateau de pêche rentrer au port, vous voyez que des hommes dessus, quoi. La criée, un monde d'hommes où il lui a fallu jouer des coudes. Ce qui était dit, c'était tellement... C'était en dessous de la ceinture, c'était vraiment bien sauter sur mes genoux, mignonne, quand j'arrivais dans une réunion où j'étais la présidente. C'est pas mal quand même, hein? Voilà, après j'avais des déclarations d'amour aussi au milieu de tout. J'avais d'autres qui venaient me pincer, m'insulter de tous les noms. Enfin, j'ai tout eu. J'ai même eu des hommes qui m'ont croché au callback pour me casser la figure. J'en ai eu 2. Moi, je fais mon chemin, eux, ils font le leur. Hein. Celui qui n'est pas content, il passe à côté, c'est tout. La fin de la saison de la pêche approche pour Scarlett. Elle ne pourra bientôt plus prendre la mer. Mais pour compléter ses revenus, cette pile électrique n'est jamais à court d'idées. Dans l'Est, à quelques heures de la course de camion... Prends ton sac, Dodo. Allez, on est parti. Jennifer consacre toujours un peu de temps à son fils Lenny, 8 ans. T'es sage à l'école, hein. Travaille bien. Et puis tu m'appelles ce week-end si tu veux. C'est les derniers moments en famille. Je dépose Lenny à l'école et ensuite je prends la route direction Le Mans. Faut espérer qu'elle va être première. Bisous mon cœur. Bisous maman. Bonne semaine et travaille bien à l'école. À la semaine prochaine. Pas simple pour Jennifer d'associer son emploi du temps de maman et celui de pilote de course. Mais à quelques heures de la compétition, elle doit rester concentrée. Son camion est déjà en route. Elle n'a maintenant plus qu'un seul objectif en tête. Moi, Le Mans, oui, c'est vrai que bon, là, ça fait 3 semaines que ça m'obsède quotidiennement. Mon objectif, c'est d'intégrer le top 10. Donc, j'ai pas vraiment le droit à l'erreur. En fait, si je veux intégrer ce top 10, il faut absolument que je sois compétente sur ce week-end de course. Et c'est vraiment le résultat final qui m'importe. C'est pas le fait d'être la première femme. C'est au Mans, sur ce circuit mythique, que Jennifer va devoir se dépasser pour arriver parmi les 10 premiers. Ce matin, des milliers de passionnés sont déjà au rendez-vous. Tous fans de camions. Les qualifications débutent dans 1 heure. Toute l'écurie de Jennifer est sur le pont. Cette étape est décisive, car elle va déterminer la position des pilotes au départ de la course. Mais avant de rejoindre la piste, Jennifer n'oublie pas la coquetterie. Enfin, c'est une grosse journée qui m'attend, avec des enjeux toujours assez importants. Parce que si je veux intégrer le top 10, il faut vraiment que je ne fasse pas l'impasse sur aucune des courses. J'ai toujours cette part de féminité, mais puis après, ça reste aussi mon image. Le fait d'évoluer dans un monde masculin au quotidien et dans la course, pour moi, c'est assez important de garder quand même cette petite part de girly. Avant de monter dans son camion, la pilote s'équipe de la tête aux pieds avec une combinaison spéciale qui la protège en cas de collision. C'est une combinaison anti-feu. En dessous, j'ai des sous-vêtements aussi anti-feu, donc sous-pull, manches longues, caleçon. Il y a un risque d'accident. Dans un accident, il y a toujours un risque de feu et d'autres risques aussi, donc c'est important qu'on soit protégé. Et pour lui porter chance, Jennifer a son accessoire préféré. C'est mon nouveau casque, celui que j'ai fait faire cette année, avec mon numéro. Et puis derrière, donc une tigresse à la couronne dorée, parce que je trouve que ça me représente bien.
Ça incarne un petit peu ce côté acharné. De toute façon, dans la discipline camion, on a besoin d'avoir ce côté agressif et ce côté... ça reste une machine de 5 tonnes 4, donc il faut pouvoir tenir cette machine en plein virage, en pleine vitesse. Il faut quand même ce côté un petit peu acharné, je dirais. D'où la tigresse, ouais. De l'acharnement, Jennifer va en avoir besoin ce matin. Allez, resserre un petit peu. Stop! Numéro 94. Face à elle, 31 pilotes de camions surentraînés venus de toute la France. Au volant des hommes et seulement une seule autre femme. À quelques secondes du départ, Jennifer se concentre. C'est parti pour 20 minutes de qualification. L'objectif, réaliser le tour de piste le plus rapide afin d'obtenir la meilleure place sur la grille de départ. Jean-Pierre et Muriel, ses parents, ne sont jamais très loin. Pour soutenir sa fille, le papa surveille scrupuleusement le chronomètre. Allez, go, 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 go! Allez! Allez! Allez, bouge, 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 bouge! Ah, il reste 3 minutes. 3 minutes. Et tout peut jouer dans le dernier tour. Mais à près de 160 km/h, sur un 5 tonnes 4, difficile de maîtriser sa trajectoire. Intérieur, intérieur! Non! Oh non! Ce matin, la chance n'est pas de son côté. J'ai été annulé pour le temps là. Le problème, c'est que je glisse beaucoup. J'ai du mal à pas franchir les lignes. Ah. Alors qu'elle s'approche de la 10e position, la pilote dépasse les limites de piste. Allez, merde! J'aurai pas le temps. Pour cette faute, le jury la pénalise. Jennifer chute dans le classement. Elle va partir 17e. Combien de temps il reste, Jean-Pierre? Combien de temps il reste? 17e. 17e. En fait, il y a des lignes de piste. Elle a glissé, elle a passé 3 fois la ligne. Les temps sont annulés, elle part 17e. Elle va être énervée là, c'est bien. Ça va la remonter un peu. Jean-Pierre connaît bien sa fille. Putain, je suis deg. C'est où que t'es sorti? Je glisse là-bas, j'ai glissé là, à la sortie de la chicane, je mets les 4 roues en dehors. À peine le moteur éteint, la pilote part s'isoler. Ouais, on va la laisser un peu décompresser, puis on ira lui parler après. On va attendre un bout de bois, si elle mord, on peut y aller. Hein. Ah, non, mais voilà. C'est normal, je la comprends. Premier coup dur au Mans pour Jennifer. Elle va bientôt partir sur la grille de départ de la course. Si elle veut terminer dans les 10 premiers, elle devra tout donner. C'est à Saint-Mandrier-sur-Mer, dans le Var, sur cette base militaire, que Marion la scaphandrière est attendue cet après-midi. Elle a été appelée il y a quelques jours par une entreprise de travaux sous-marins. Bonjour. Marion, bonjour. Je reconnais le logo de l'entreprise. J'imagine que c'est avec ton équipe que je bosse. Voilà, tout à fait. Bienvenue. Merci. Cette ouvrière de la mer effectue une vingtaine de missions comme celle-ci tous les mois. Elle peut plonger jusqu'à 50 mètres de profondeur. Super, je te remercie, Franck. Allez, génial. Merci beaucoup. Si Marion a plus de 800 plongées au compteur, elle éprouve toujours un peu d'appréhension avant d'entrer dans l'eau. Il y a toujours un petit moment d'adrénaline juste avant le chantier, puisque toutes les structures et tous les environnements sont différents. Et là, notamment, on va faire un peu de découpe. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. On va préparer le matériel. Ok. Donc la mission du jour, départ, on t'équipe ici. Tu auras le plongeur au secours qui sera prêt également à côté. On passe sous le quai.
Et donc, on a un bloc de béton de 3 tonnes qui est immergé là, à 5 mètres du quai. On a une chaîne mère qui est prise dessus. La manille était verrouillée par soudure. Donc là, on a besoin de découper cette manille afin de déplacer le bloc jusqu'à la bouée qui est là-bas. Ok, d'accord. À chaque mission, Marion doit s'adapter au matériel fourni par l'entreprise, et notamment au fameux casque de scaphandrier. Ça, c'est un casque léger. Un casque de scaphandrier peut aller jusqu'à 17 kg. Il est relié à ces tuyaux par lesquels Marion sera alimentée en oxygène. C'est Franck qui est à la manœuvre. Ici, on a un tableau de gaz ainsi que les communications qui sont reliées à Marion par le narguilé dans lequel on passe l'air et les communications. La mission va bientôt commencer. Marion procède au dernier test de sécurité. Ok, ta bouteille est ouverte. Tu peux tester le secours. Ok, reçu. « 180 bars pour le test de secours. 180 bars dans le secours. La scaphandrière peut passer jusqu'à 3 heures sous l'eau. Et la moindre petite erreur peut lui coûter la vie. Prête ? Ouais. Allez. Première étape, repérer le bloc de ciment qu'elle doit déplacer. Est-ce que tu as bien identifié la manille que tu dois découper, Marion? Oui, j'ai bien identifié la manille que je dois découper. Elle est connectée sur le réseau. Ok, reçu. Seule sous l'eau, Marion va manipuler des outils dangereux comme cet appareil électrique qui lui permet de découper du métal. Donc là, l'important, c'est de trouver sa bonne position. Elle doit réussir à se stabiliser pour être précise dans son geste. Tu me diras quand tu es en place et que tu veux l'énergie. Tu peux envoyer. Ok, Gwen, on peut démarrer le groupe. Une scène surréaliste est en train de se produire. Un atelier de bricolage sous l'eau. Une manipulation extrêmement dangereuse. Ok, reçu. On peut couper l'énergie? C'est coupé. On te donne le parachute? Ouais. La scaphandrière va maintenant devoir rattacher ce bloc de 3 tonnes de ciment à cette bouée flottante. Ça va être le parachute de relevage qui va lui permettre de relever le bloc et de pouvoir le déplacer jusqu'à la bouée. Le risque sur ce type d'opération, ça va être en fait lorsqu'on va gonfler le parachute, que celui-ci décolle et qu'on se fasse emporter par la charge. Les scaphandriers touchent entre 4 000 et 9 000 euros net par mois et jusqu'à 30 000 euros pour les missions les plus risquées. Le ballon est amarré. Je vais en sécurité. Affirmatif, on va envoyer le gonflage. Au bout d'1 heure, Marion a achevé sa mission avec succès. On avait une super visibilité, tout le matériel, la procédure rodée, donc tout s'est passé super rapidement. Donc ouais, c'était génial, une belle opération, un beau site, une bête d'équipe, c'est vraiment génial. La scaphandrière démontre une nouvelle fois qu'elle a bien sa place dans ce club longtemps fermé des plongeurs de l'extrême. À Paris, alors que la capitale s'éveille à peine, Nancy la cordiste est déjà en route pour le travail. Avant de se suspendre dans les airs, sa journée commence sous terre, dans le métro. Hey. Une fois arrivée dans le 17e arrondissement, Ouais, je crois que c'est là, ouais. Nancy découvre son challenge du jour. Cet immeuble cossu, Pas mal. de 27 mètres de haut. Ils ont déjà mis le balisage en place. Nancy n'a que quelques minutes Salut. pour faire connaissance avec ses coéquipiers. Youssef, c'est ça? Ouais. Salut. Salut. Salut, Manta. Manta. Mota et son binôme du jour, ils vont risquer leur vie ensemble. Bah, du coup, t'es avec Mota et Youssef aujourd'hui. Ok. On va faire un petit point vite fait sur l'intervention. Ouais. On va aller s'équiper tranquillement, boire un petit café avant de démarrer. Ouais, très bien, Et puis voilà. Avant d'attaquer le chantier, état des lieux avec le conducteur des travaux. Vous avez des cheminées là, hein, donc tous les 4-5 mètres on a une cheminée. Donc je pense que le mieux ici c'est qu'on se met déjà une petite ligne de vie. Ouais. Voilà. Long. Là, plaquette, plaquette, plaquette. 2 cordes à ce niveau-là. Hein, comme ça en cas de souci, on a des rappels de tirer.
Et je mets un deuxième rappel ici. C'est tombé où exactement là? C'est tombé ici, là. Notre travail est essentiellement localisé sur le dernier étage, le balcon du dernier étage. Ok. La mission du jour s'appelle faire une purge. C'est-à-dire qu'on purge une zone et en fait, c'est à nous de voir s'il y a des morceaux qui sont désolidarisés de l'immeuble et à nous de les faire tomber, de sécuriser en fait le site. On se doit de respecter les façades, quoi. Donc on ne démolit pas la façade. Hein. Ok, chef. Voilà, pas de pitié. 8h30, il est temps de passer à l'action. C'est deux longs ou c'est un seul? Non, c'est deux. Yes. Là, on a 6 cordes total. Yep. Je vais t'en prendre une là parce que t'es déséquilibré, ça va te péter le dos. Une fois équipé, il faut maintenant atteindre le toit. Et pas de chance, il n'y a pas d'ascenseur. Le dernier, c'est pour les retardataires. Alors ça, c'est l'enfer du cordiste. C'est quand t'apprends sur le chantier qu'il n'y a pas d'ascenseur et qu'il faut que tu tapes tous les escaliers, quoi. Là, limite, c'est un truc qui peut nous faire pleurer dès le matin, quoi. L'équipe doit monter les 7 étages à pied, avec plus de 10 kilos de matériel sur le dos. C'est petite balade de santé. La porte qui mène au toit se trouve au dernier étage de l'immeuble. Et il faut passer par cet escalier exigu. Voilà, pas fait le ménage depuis longtemps là-dedans. Voilà. Mais à l'arrivée, le spectacle est au rendez-vous. Waouh, trop beau. Il est plutôt pas mal, je trouve, mon bureau aujourd'hui. Une vue imprenable sur Paris, qui donnerait le vertige à la plupart d'entre nous. Sur ce toit en zinc, extrêmement glissant, une chute serait mortelle. Alors Nancy installe une corde qui va sécuriser ses déplacements. Mais la cordiste fait une découverte qui risque de compliquer la mission. Putain, il y a des pics anti-pigeons tout le long de la descente. Donc il y a moyen qu'on se blesse en mettant les mains dessus. Et il y a aussi le risque qu'on les arrache en passant. Autre mauvaise surprise, la pluie s'invite au moment où le duo s'apprête à s'élancer. Ça y est, c'est parti. Sur cette toiture en ardoise, très fragile. Hop. T'as pété quelques-unes ou non? Non, je sens que ça grince un peu, mais il n'y a rien qui a craqué encore. À peine commencé, les fameux pics anti-pigeons posent déjà problème aux cordistes. Là, pour passer, c'est l'enfer. Hein. Peut-être passer là où il en manque déjà. Peut-être si je suis assez souple, j'arrive à passer par-dessus. Nancy, elle, a toujours une bonne anecdote pour détendre l'atmosphère. Ouais, c'est bon, je suis assez souple. Moi, j'ai entendu un collègue qui s'en est mis un dans l'œil. Mais ouais, il descendait, il dérape et paf, il s'est mis un pic dans l'œil, quoi. À cause de la pluie, la cordiste doit aussi veiller à ne pas salir la façade. Là, c'est le moment de mettre les surchaussons. Ouais, j'ai pas mis, mais je fais... Pour pas laisser des traces sur la façade. Tu vois, là, par exemple, j'ai fait une trace. Donc, je nettoie. Voilà. Là, c'est bon. Elle doit maintenant récupérer tous les blocs de pierre qui menacent de s'écrouler à l'aide de cette civière. Rien ne doit tomber sur les passants. Bon, là, on va commencer à retirer les désordres. Hop. Ah, celle-là, il est bien... Ah ouais, il a bien pris l'eau. La pluie s'intensifie. Ça va? Mais pas de quoi décontenancer Nancy. Bah dis donc, si on n'est pas bien là. Ouais. Décontracter des ovaires. Donc là, je vais attaquer un gros morceau. Celui-là là, qui est dangereux là. Problème, cette pierre est un peu à l'écart. Il va falloir aller la chercher. Oh là là. Là encore, les pics anti-pigeons ne lui facilitent pas la tâche. Les pics. Pour cette mission délicate à plusieurs mètres du sol, Nancy est rémunérée 230 € brut la journée. Bon, gros morceau là. Regarde le pavé que j'ai sorti. Ah ouais? Eh ben, je commence à être un peu trempée, moi. Au bout de 5 heures de travail sous la pluie battante, le chantier est terminé. Les cordistes redescendent avec leurs sacs remplis de gravats. Mission accomplie. Bah, c'était moins évident que je le pensais. J'avais l'impression que ça allait être
Une toute petite purge. Des fois, on enlève 2-3 cailloux, c'est tout. Là, on avait un bon sac. Notre présence était justifiée, je crois. Regarde la prise du jour, quoi. On est arrivé au bon moment. Hein. Voilà, c'est ça. Là, c'est fini. Enfin, on rentre à la maison et on va pouvoir se changer. Trop bien. Encore un défi relevé pour Nancy, l'une des rares femmes à pouvoir se hisser sur les plus beaux toits de Paris. Au Guilvinec, ce matin, le bateau de Scarlett est resté à quai. Alors la pêcheuse en profite pour déjeuner en famille. Bonjour Alex, ça va mon grand? Ça va. Avec son mari Jean-Pierre et son petit-neveu Alex, qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Waouh! Regarde Alex. Alex n'a pas choisi la mer, mais la boucherie. Les bougies, putain, il y a plein de bougies là. Mais Scarlett ne manque pas une occasion de lui parler de ses ancêtres. Cette photo-là, elle est de 1920. C'est mon arrière-grand-mère. Et les maris, ils étaient marins. Et beaucoup plus récents. Ah voilà. Enfin, beaucoup plus récents, j'étais même pas né. Ah ben nous, on était nés. Donc il y a moi, ma sœur Marilyn et mon frère Michel. Et t'as vu le bateau dans lequel on est, c'était les bateaux qui nous servaient à récolter, dans lesquels on récoltait les algues. Si son métier de marin-pêcheur est un défi quotidien, c'est surtout une tradition familiale que Scarlett a à cœur de perpétuer. Aussi loin que l'histoire qu'on a pu remonter dans le temps, on a toujours eu des marins dans la famille. On a toujours été marins. De père, ça a été de père en fils, et puis moi, c'est devenu de père en fille. Voilà, c'est tout. Parce que je suis la seule de la famille à être partie en mer. Avec ses journées de 16 heures, son mari a parfois du mal à la suivre. Mise 2000 volts. Elle prendra sa retraite quand elle aura 95 ans, avec 2 cannes. Voilà. Parce que pour elle, le mot retraite n'est pas dans son vocabulaire. Tu te rends pas compte, ça fait 47 ans. 47 ans qu'il te supporte. Ouais. Un quotidien difficile. Et pour réussir son pari de vivre de la mer, Scarlett a dû trouver d'autres activités. À 1 kilomètre du port, sur la plage de la Grève Blanche. On va les regarder, puis on va aller par là-bas. Là, il y en a un petit peu sur le rocher. À partir du mois d'octobre, il est trop dangereux pour Scarlett de sortir en mer avec son petit bateau. Alors, elle a décidé de tirer profit d'un autre produit de la mer, les algues comestibles. Là encore pionnière, elle est la première à avoir eu l'idée de les commercialiser en France. Aujourd'hui, son ami Olivier est venu l'aider. Donc tu prends pas ce qui est vieux, parce que tu as vu là maintenant ils arrivent en fin de saison, donc elles sont vieilles quoi. Hein? Tu vois, ça c'est le fucus vésiculeux, ça renforce donc les défenses immunitaires, ça stimule l'organisme. Regarde les fucus ici, comment ils sont beaux. Regarde, tu vois, c'est ça. C'est ceux-là là, qu'il faut prendre, toi, ceux qui ont les bulles, avec les petits bouts. Scarlett ramasse ses algues durant 4 heures tous les jours sur l'estran, la partie qui se découvre entre la marée haute et la marée basse. La Bretonne a eu cette idée de génie il y a 30 ans. T'as vu, regarde Olivier. Avec les petites bulles. Hein, là, hop. Là, donc, tu vois, regarde là, il y a la partie qui est pas belle. Hein, je l'enlève tout de suite. Voilà. Ouais, attends, là, tu m'as mis, regarde, ça, cette partie-là, tu l'enlèves. Tu vois, hop. Celle-là, elle est bonne. Alors, on va prendre plus bas, parce que tu as vu l'autre partie, là, elle est vieille, toi, elle va partir, elle va se détacher du rocher. J'ai commencé à ramasser des algues dès que j'ai su marcher. On récolte à peu près une 20aine de tonnes qui rentrent dans l'entreprise. Donc, ils sont travaillés après pour vous les présenter de différentes façons. Et donc, c'est tout ramassé au couteau et au ciseau. Comme pour la pêche, elle les prélève de façon totalement artisanale, à la force du poignet. Cette tâche n'est pas de tout repos. Ce que je fais là, c'est physique. On ne peut pas dire autrement, parce que, tu vois, on est à 4 pattes dans le rocher, on est en train de regarder. Je suis dans mon élément, quoi. Je vis en contact avec la nature. Je me roule presque dans les algues. Après avoir récolté sa précieuse denrée iodée, donc maintenant, on va au labo nettoyer tout ça. Il faut à présent la préparer pour le séchage. Dans le centre du village, Scarlett a créé en 2002 son propre laboratoire de transformation, installé à 2 pas du port. C'est là qu'elle entrepose ses dernières cueillettes.
Je trie les algues que nous avons récoltées ce matin. Parce que tu vois, même qu'on a fait très attention, il y a encore des choses à enlever. Précurseuse, Scarlett a essuyé de nombreuses critiques à ses débuts. Quand j'ai commencé les algues, j'étais perçue comme un petit homme vert qui débarquait sur cette planète. C'était vraiment quelque chose... Non, elle fait n'importe quoi, quoi. Elle n'est pas bien, elle déraille complet, là. C'était vraiment... J'exagère peut-être un peu, mais c'était vraiment la pensée de 90% de la population. Et même des municipalités où j'étais, et ainsi de suite, quoi. Et j'arrive toujours à démontrer que j'ai raison, que c'est moi qui avais raison, même s'il faut du temps. Parce que là, il m'a fallu quand même 30 ans pour démontrer que j'avais raison. Hein? Mais je ne lâche pas, je ne lâche jamais. Voilà, c'est peut-être ce qui fait ma force, d'ailleurs. Hein? À force d'obstination, Scarlett est devenue une référence dans le milieu des algues comestibles. Alors, ces algues-là, donc là, je les ai mis à égoutter. Et après, on va passer à la phase séchage. Donc, on va les brasser tous les jours, d'ici qu'elles soient sèches. La marin-pêcheuse Touche à tout vend désormais ses algues dans toute la France. Elle a même créé une marque à son nom. La wakame en poudre ici, ou la wakame voilà, en poudre ou en paillettes. Donc, vous avez trouvé, madame ? Oui. Alors, 38,60 €. Voici, merci. Un talent de femme d'affaires qui lui permet aujourd'hui de continuer à pêcher seule sur son petit bateau. Sur le circuit du Mans, les pilotes sont réunis sur la piste pour rendre hommage à Anthony, le frère de Jennifer. Il a eu un solide palmarès avec 2 titres de champion d'Europe. Il a été vraiment une figure incontournable de ce monde du camion. Anthony Janiek a malheureusement disparu à l'âge de 37 ans. Toute l'écurie est venue soutenir Jennifer et ses parents. Tu es courageuse. Tu es très, très courageuse. Sois fière de toi. Vis ta course pleinement pour toi et pour ton frère. Un moment riche en émotions pour la pilote. Mais elle peut compter sur le soutien inconditionnel de ses fans pour lui redonner du courage avant le début de la compétition. Car Jennifer est devenue l'idole du public. Merci. C'est gentil. Jennifer, oui. Tu sais que c'est notre fierté, hein? Oh, mais grave. C'est qu'on est fiers de toi. Hein? C'est une guerrière. C'est une guerrière, elle est forte. Il y en a là-dedans. Hein? Ça se passe dans le ventre. Voilà. Donc je suis émue. Je suis émue. Oh, j'ai encore mis. C'est gentil. Bravo. Merci. Bravo à toi, ma belle. Merci pour tout. Dans la foule, des dizaines de petites filles pour qui la pilote est un modèle. Merci. Quoi? Où t'es dans le camion? Ah, bah demande à Jeff, il va te le montrer. Tu peux la monter dans le camion? Comme Mélina, 7 ans, qui rêve un jour de conduire un camion. Fais ton plus beau sourire, maintenant t'as des dents. L'année dernière, t'en avais pas. Le métier se féminise, que ce soit en mécanique, en carrosserie, aux pièces détachées. Donc il faut qu'on puisse les mettre aussi sur la route et sur le circuit. Montrer qu'on est aussi capable de faire quelque chose. Il n'y a pas de barrière. 2 signatures et une sur la télé. C'est une fausse signature. Hein. Je représente un certain modèle pilote, fille, dans un camion rose. Et je pense que autant pour les femmes que pour les petites filles, il y en a quelques-unes qui se réfèrent à moi pour toutes ces petites choses-là. Ça me rebooste un petit peu. Et voilà. Ma maman a croit en toi. Ah, bah tu diras à ta maman que c'est très gentil. Merci la maman. Des grands posters, s'il te plaît. Si elle veut remonter dans le classement, Jennifer va devoir se dépasser sur l'asphalte. Lors de la course, pour atteindre le top 10, elle doit doubler 7 concurrents. Le départ est imminent. Non, marque des points. On est venu là pour les points. Voilà, je te jure que ça va taper. Les premières minutes sont laborieuses. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Mais à l'approche des derniers tours, Voilà, je te jure que tu vas dégager. Quoi qu'il arrive. la pilote reprend la main
et retrouve son agressivité. Un coude à coude va se jouer pour atteindre la 10e place. Allez, bouge, putain, bouge! Jennifer doit dépasser le numéro 15 et creuser l'écart. Fais-toi un coup, vite le plus vite possible. Bravo! Ouais, bravo! Bravo, 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 bravo. Je me pousse un peu. Parce qu'elle va écraser sa mère, celle-ci. Jennifer termine in extremis à la 10e place. Une fierté pour sa mère. C'est quand même un monde d'hommes, je vais dire au départ. Elle a eu du mal à se faire sa place, mais là, ça y est, elle se l'est faite. Elle est de plus en plus agressive à chaque course. Alors, allez, bravo, ma grande. Bon week-end, ma grande. C'est une délivrance, c'est vrai que ça y est, c'est terminé. J'ai réussi à assurer mes 4 courses, à terminer le week-end. J'ai eu quelques petits coups de mou dans le week-end, quelques moments difficiles et à chaque moment compliqué, j'ai repensé à tous les gens qui me soutenaient, ça m'a reboosté à chaque fois. Et mesdames et messieurs, il va falloir accueillir ce soir Jennifer Janiek. En intégrant le top 10 au Mans, Jennifer décroche un podium d'honneur. La pilote se rapproche de son rêve, devenir la première femme à gagner cette course mythique.